extrêmement souvent, je travaille en collaboration avec des kinésithérapeutes parce que dans pas mal de pathologies médicales, surtout rhumatologiques, votre rôle il est essentiel. Même dans les pathologies inflammatoires, votre rôle il est également fondamental parce qu'en fait l'arthrose c'est une maladie inflammatoire locale en fait. Et pour aider l'inflammation, au contraire, il faut avoir une mode de vie plus sain, sortir de la sédentarité, faire du mouvement, l'articulation, ça va lui faire du bien d'être en mouvement, de travailler les muscles aussi, les signaux vraiment qui doivent faire alerter. Déjà, en premier, ça va être l'état général. Il y a une vraie altération de l'état général, une raideur matinale excessive, le caractère du jour au lendemain. Le côté vraiment réveil nocturne, mais pas positionnel, vraiment réveil nocturne. Mais dès que le kiné a cette suspicion, faut pas hésiter à l'adresser à un rhumatologue. Et salut à tous, je suis super heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Entendons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dr Estelle, qui est une médecin spécialisée en rhumatologie. Du coup, aujourd'hui, on va parler de la place de la kiné dans les pathologies rhumatismales, mais également d'arthrose, de syndrome douloureux régional complexe, mais également aussi de la gestion de la douleur dans les pathologies rhumatismales et encore bien d'autres choses. Ah, et avant que l'épisode commence, petit rappel sur ce qu'est Entendons. C'est simplement un podcast que tu vas pouvoir retrouver sur différentes plateformes d'écoute, Deezer, Apple Podcasts, Spotify, même YouTube en format vidéo, et qui a pour but au final de te partager des échanges entre experts et expertes dans leur domaine sur des sujets divers et variés gravitant autour de la kiné, mais pas que. Mais sur ce, ne perdons pas une minute et place à l'épisode. Let's go! Et salut Estelle, écoute, merci beaucoup d'être avec nous dans ce nouveau podcast sur Entendons. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Avant de poursuivre le podcast, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour ceux ou celles qui ne te connaîtraient pas? Merci de me recevoir, c'est super sympa. Je suis contente d'être ici aujourd'hui. Alors pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Estelle, je suis docteure en médecine, je suis spécialisée en rhumatologie et depuis environ 1 an et demi, je réalise du contenu santé sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram et YouTube. Au départ, c'était plus pour les patients, de la vulgarisation médicale, et au fur et à mesure, je me suis passionnée pour plus des choses un peu plus pour mes collègues, les professionnels de santé, voilà, de l'enseignement plutôt. Voilà. Ok. Ok, ouais, t'as un compte Insta où t'es suivi par pas mal de personnes. Donc, c'est quoi? C'est Docteur Estelle, c'est ça? Oui, c'est Docteur Estelle sur les réseaux sociaux. Ok. Donc voilà, je mettrai le lien D'accord. dans la description du podcast, comme ça, les gens D'accord. pourront venir un petit peu voir ce que tu fais parce que c'est vraiment hyper quali. Ben voilà, ici, on parlait un petit peu de partage d'informations. On parle souvent d'interdisciplinarité. C'est un sujet que Oui. j'aimerais bien aborder en première intention avec toi. On parle souvent aussi de cette collaboration kiné-médecin. En tant que rhumatologue, moi, ce que je me demandais, c'est quoi ton rapport déjà avec les kinés et au final, dans quelle mesure la kiné plutôt, est-elle complémentaire à ton travail, toi, de rhumatologue? Alors, bien entendu, les kinésithérapeutes sont vraiment une spécialité médicale, un professionnel de santé avec qui on collabore énormément, surtout nous rhumatologues. Pour comprendre, je pense que le rhumatologue, il a un travail de diagnostic médical. C'est-à-dire que moi, je vais accueillir le patient, je vais faire un interrogatoire, un examen clinique, faire un peu analyser l'ensemble des examens qu'il a reçus d'autres spécialistes pour poser, si possible, un diagnostic. Parfois, on va faire des examens encore complémentaires, parfois parce que parfois il y a également des diagnostics qu'on appelle d'élimination. Donc on va avancer comme ça avec le patient pour atteindre si possible un diagnostic médical. Et à ce moment-là, souvent, extrêmement souvent, je travaille en collaboration avec des kinésithérapeutes parce que dans pas mal de pathologies médicales, surtout rhumatologiques, votre rôle il est essentiel. Donc, on ne peut pas travailler l'un sans l'autre dans la plupart des cas, pour la plupart de mes patients. Surtout Mhm. que, en tant que rhumatologue, il y a un biais, c'est-à-dire que moi, je reçois les patients adressés la plupart du temps par des médecins pour lesquels des pathologies n'ont pas passé rapidement et donc du coup qui deviennent un peu plus gênantes pour le patient. Donc là, vraiment, moi, mon recours au kinésithérapeute, il est extrêmement fréquent. Et je Mhm. trouve qu'on est complémentaires, c'est-à-dire qu'il y a une part diagnostique pour nous deux,
bien entendu, beaucoup pour moi. Et vous, il y a une part de thérapeutique non pharmacologique qui est essentielle. Et je trouve qu'ensemble aussi, on fait beaucoup d'éducation thérapeutique. Et, euh, Mhm. et je trouve qu'il y a un travail très intéressant euh, complémentaire entre nos deux métiers. Ok. Ouais, parce que ici, comme tu disais, au final, j'ai l'impression que les patients arrivent chez le rhumatologue après avoir parfois exploré beaucoup de champs Oui, diagnostiques. oui, Et c'est souvent, au final, dans ma conception, des pathologies qui durent, chroniques, parfois ouais, difficiles à traiter au final, ou en tout cas à comprendre parfois. tout Au à fait. final, est-ce que toi, tu aurais des pathologies comme ça qui, nous, en tant que kinés, dans lesquelles on représenterait une réelle plus-value? Donc, est-ce qu'il y a des pathologies vraiment où tu te dis, OK, là, vraiment la kiné, parce que je suppose que la kiné, c'est peut-être pas utile dans toutes les pathologies rhumatismales, je sais pas. Mais voilà. Qu'est-ce que toi, t'en penses? C'est vrai qu'en tant que rhumatologue, on voit pas mal de pathologies locomoteurs et souvent, bah, du coup, un peu chroniques, comme tu dis. C'est-à-dire que, Mhm. voilà, c'est des patients qui n'ont pas réussi à aller mieux ou à avoir une amélioration avec la médecine générale. Donc, c'est vrai que, du coup, on a des patients avec des pathologies chroniques, alors mécaniques, inflammatoires. Donc, mon recours, il est très fréquent en kinésithérapeute, pas tout le temps. C'est vrai que parfois, Mhm. c'est pas nécessaire. Mais dans de nombreuses pathologies, alors pour citer des exemples, nous, en tant que rhumatologue, on aime bien mettre dans des cases. Donc, on a la case Mhm. mécanique, donc tout ce qui va être Ok. arthrose, tendinite, névralgie, lombosciatique. Donc, ça, c'est une grosse partie où là, moi, en tant que rhumatologue, vous êtes essentiel à ma prise en charge. Vraiment, Mhm. c'est extrêmement important qu'on collabore ensemble parce que moi, je vais avoir un rôle de diagnostic, un rôle de prescription euh, ou pas médicamenteuse, hein, ça dépend des situations, mais vraiment Mhm. dans tout ce qui va être mécanique, ça, vous allez avoir une part très importante dans la prise en charge. Mhm. Vraiment, c'est quelque chose que je prescris extrêmement souvent dans les pathologies mécaniques, que ça va être, Mhm. que ça soit des tendinites, tendinopathie multiple, hein, de la coiffe des rotateurs, épicondylien, même, Mhm. même au niveau du poignet avec la tendinite de Kervin, que ça soit les lombalgies chroniques communes, que ça soit les Mhm. lombosciatiques, peut-être un peu plus à distance de l'épisode aigu, enfin ça va dépendre un peu du patient, de son état. Euh, donc dans la pathologie mécanique, vous êtes extrêmement important pour le rhumatologue. Et aussi, dans la grande case inflammatoire, pour moi, vous êtes très important. En fait, les Mhm. pathologies inflammatoires, c'est des pathologies chroniques, le plus souvent. Dans la plupart des pathologies inflammatoires, polyarthrite, rhumatoïde, spondyloarthropathie, lupus, il n'y a pas de traitement qui guérisse la maladie. Donc, ça va être des pathologies chroniques avec des traitements de fond. Et ces maladies peuvent avoir une atteinte sur le système locomoteur avec parfois des destructions articulaires. Donc Mhm. même dans les pathologies inflammatoires, votre rôle est également fondamental, même sur du long cours en fait plus sur du long cours comme nous que les pathologies mécaniques, pour Mhm. accompagner le patient, faire de l'éducation thérapeutique, le suivre tout au long de sa pathologie avec des poussées aiguës, mais aussi des périodes de rémission où ça va être intéressant de travailler en période d'accalmie, de poussée inflammatoire. Mhm. Quand il va avoir des dégâts structurels des articulations, ça va être intéressant que vous ayez un suivi avec ces patients. Donc vraiment, la plupart de Ouais. ces pathologies sont extrêmement intéressantes Ouais. pour nous et pour vous. Donc, j'ai même Ouais. presque envie de dire presque toutes, mais bon, à part quelques exceptions. Ouais. Ouais. Ok. Donc, donc tu confirmes vraiment cette espèce de collaboration qui doit vraiment être faite dans l'intérêt au final du patient et parce Effectivement. que c'est souvent. Allez, j'ai l'impression que souvent, quand on entend pathologie inflammatoire, c'est quelque chose qui fait peur. Et on a tendance à se dire vite, enfin, moi, en tout cas, j'ai pu me le dire par le passé. Ok, inflammatoire, qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que kiné? C'est compliqué. C'est pas de mon ressort, quoi. Et donc, au final, j'ai l'impression que les choses changent depuis quelques années. Je sais pas dire un nombre, mais qu'on commence à voir quand même un intérêt, que ce soit l'activité physique, etc. Mais une question que moi je me suis posée aussi, c'est
OK, on prend en charge les patients avec des affections inflammatoires. Comment est-ce que toi, tu conseillerais de gérer la douleur avec ces patients-là? Parce qu'on sait que la réponse à la douleur peut être différente chez ces patients-là. Ils réagissent différemment. Quel conseil, toi, tu pourrais donner comme ça aux kinés qui se demanderaient, ben, OK, est-ce qu'on peut tolérer de la douleur? Est-ce qu'on n'en tolère pas? Si oui, comment? C'est une question compliquée parce que la prise en charge de la douleur, c'est très complexe. Si j'avais des conseils, ce serait une prise en charge individualisée, déjà, de chaque patient. C'est d'accueillir la plainte du patient avec bienveillance, avec empathie. Ne, ne pas tout le temps se référer aux résultats des examens pour justifier une absence de douleur ou l'intensité de la douleur, parce qu'en pathologie, surtout rhumatologique, il y a souvent dans beaucoup de pathologies pas de parallèle entre l'intensité du ressenti douloureux et ce qu'on peut voir aux imageries ou au bilan biologique. Donc, Mhm. accueillir cette douleur, même si elle n'est pas, voilà, comment dire, justifiée par les examens, Ouais. c'est pas, il n'y a pas de parallèle, ça, faut bien le comprendre. S'aider, par exemple, de questionnaires en fonction de la pathologie pour le suivi, par exemple, des questionnaires Mhm. standardisés pour chaque pathologie, ça existe. Donc, ça permet aussi aux patients de suivre l'évolution en fonction d'un score, par exemple, et de dire, bah voilà, il y a nous, c'est ce qu'on Mhm. utilise, hein, par exemple, pour la polyarthrite rhumatoïde, on utilise un score pour nous permettre un peu de dire, bah, la dernière fois, vous aviez ce score-là, voilà. Ne pas Mhm. hésiter si on se sent dépassé par par la prise en charge de la douleur, de s'aider d'autres confrères, de professionnels de la Mhm. santé mentale ou d'en parler aussi avec son médecin référent parce que peut-être que c'est une douleur liée à la pathologie. Est-ce qu'il y a un traitement pharmacologique qui peut aider la prise en charge Mhm. des séances? Voilà, en parler à d'autres confrères si on se sent dépassé. C'est Ouais. déjà pas mal et vraiment prendre en charge le patient dans sa globalité, c'est-à-dire dans son contexte psychologique, social, avec l'ensemble de ses comorbidités. Ouais, c'est important. OK. OK. Et donc toi, tu aurais tendance à tolérer, par exemple, une douleur, chez un patient, par exemple, qui vient pour faire s'il fait, par exemple, des exercices à la salle de sport et cetera, est-ce que tu aurais un discours plutôt, où tu lui dirais: «Écoutez, vaut mieux éviter d'avoir la douleur?» parce qu'on parle souvent, par exemple, de la règle des 24 heures au niveau de la douleur, de dire: «OK, tu peux avoir une douleur sur le moment, mais il faut voir comment ça réagit le lendemain». Est-ce que cette règle, tu l'adaptes un petit peu en fonction de la pathologie rhumatismale ou est-ce que tu restes un peu sur la même chose? Bah, je la connaissais pas cette règle. Ah oui? OK, ben, en gros, ouais, c'est peut-être un truc plus, kiné, mais en gros, nous, enfin, je dis pas que tout le monde, mais en tout cas, moi, j'aime bien fonctionner comme ça où, j'explique aux patients, je dis: «Voilà», parce que une des questions souvent qui revient par un patient, c'est: «Oui, j'ai mal, mais comment je sais si c'est une bonne ou une mauvaise douleur?» Ouais, entre guillemets. d'accord. Hem, Moi, souvent, je lui dis: ben voilà, la douleur, c'est comme la bourse, il faut l'analyser sur, pas directement et réagir directement, sauf si on vient de se casser la jambe, mais il faut voir ça sur, on va dire, les 24 heures. Et donc, tu regardes un petit peu la douleur ben, pendant l'activité, ok, tu la notes. Après l'activité directement, ok, comment ça réagit, est-ce que ça monte, ça descend. Et puis, ben, pendant la nuit et ou aussi le lendemain matin. Et je leur dis toujours, si vous sentez une douleur ou une gêne pendant l'activité, mais ça passe après et qu'on n'en parle plus le lendemain, c'est OK. Tandis que là où si vous sentez une gêne ou une douleur, on va dire pendant l'activité ou même pas pendant l'activité, mais après et que même c'est pire le lendemain ou que ça vous Ouais. réveille de douleur la nuit, bah, pour moi, ça, c'est pas une bonne douleur, c'est pas une douleur utile. Tandis qu'une douleur ou un inconfort pendant l'activité, je dis pas qu'il faut en avoir tout le temps, mais il faut pas s'en affoler directement, sinon on fait plus rien. Et donc, c'est un petit peu cette règle des 24 heures, moi, que j'explique souvent aux patients, pour qu'ils puissent se D'accord. situer en se disant, bah, ok, si j'ai mal encore le lendemain ou que ça s'est empiré, bah, c'est que j'ai un petit peu dépassé peut-être ma capacité de charge. Là où si ça va mieux ou quoi, ou si c'est statu quo, ok, c'est que j'étais dans la tolérance, j'ai peut-être Mm. un peu titillé, mais pas trop Ouais, quoi. Je dis toujours, il faut titiller la bête sans la réveiller, et souvent c'est une image qui parle qui parle aux patients. ouais, c'est pas Après, je mal. sais pas, mais donc ça c'est, en tout cas, j'espère que je l'ai bien expliqué, mais la règle des 24 heures. Après,
des dérives. Enfin, on peut la décliner, on va dire, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'explique, quoi. Donc, D'accord. ah ben voilà. Bah, effectivement, si je te parle de la règle des 24 heures et que tu n'en avais pas spécialement entendu parler, c'est compliqué de répondre Ouais, au ouais, truc. c'est intéressant. Alors si je peux, en fait, moi, j'aurais tendance à adapter mon discours à la pathologie. Par exemple, le syndrome douloureux régional complexe, on sait qu'il faut quand même faire de la kiné parce Ouais, que sinon, donc on va adapter un peu le traitement pharmacologique pour qu'il y ait moins de douleur, mais c'est important de la faire. Si ouais. c'est par exemple bon une lombo-sciatique ou une névralgie, la douleur, elle est déjà très présente, donc c'est des pathologies un peu comme ça extrêmement douloureuses. Bon, bah Mhm. pendant les séances, c'est difficile Ouais, la question. Par exemple, pour les pathologies rhumatismales, inflammatoires, il peut avoir des poussées inflammatoires douloureuses qui sont pas forcément liées à l'activité physique. Donc, ouais, c'est ça. Ok. j'aurais tendance à adapter Ça mon peut, ouais. discours en fonction de la pathologie, en fonction d'à quel moment on est de la pathologie, Mhm. à l'évolution. En effet, si ça fait mal Ouais. pour le moment, mais qu'après 24 heures, ça va mieux et que voilà, en effet, la Mhm. cinétique aussi, c'est-à-dire que si ça se dégrade au fur et à mesure, si c'est douloureux de plus en plus, peut-être qu'il faut Ouais. réévaluer le patient, réévaluer l'ensemble de Mhm. ses traitements. Des paramètres, quoi. Ok. Et tu as parlé justement de syndrome régional, syndrome douloureux régional complexe, je vais y arriver, c'est pas facile à dire. On va dire SDRC, c'est plus simple. Hem, mais voilà, est-ce que, au final, en 2024, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce syndrome qui est quand même, je pense, aussi méconnu que redouté, on va dire. Voilà, est-ce que selon toi, de ce que tu as pu lire peut-être dans la littérature ou quoi, est-ce qu'on en sait un petit peu plus, que ce soit au niveau de son étiologie, mais aussi de la conduite à tenir, parce que c'est un diagnostic qui fait souvent peur. Et Mm. personnellement, quand j'ai un patient où on se dit, voilà, il a peut-être un SDRC, je me dis, oh là, on est parti pour une galère. Donc j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Euh, ça reste encore énigmatique en 2024, hein, quand il y a des congrès de rhumatologie sur les traitements du SDRC, c'est toujours un petit peu il n'y a pas encore de traitement. L'étiologie, elle est mal connue. Ça serait peut-être une dysfonction du système d'intégration de la douleur. Par contre, il y a des Mhm. facteurs de risque qui sont connus, les chirurgies, des traumatismes ou des AVC qui sont retrouvés, mais parfois pas retrouvés. Donc très Ouais. énigmatique. Ok. Euh, En plus, on sait que c'est pas forcément l'intensité de la chirurgie ou du traumatisme qui déclenche le SDRC. Donc très Ok, particulier. ouais. Je crois qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de lien entre le terrain psychologique du patient et l'apparition d'un SDRC. Par contre, le Mhm. SDRC peut créer des états d'anxiété, de dépression liés à la douleur chronique. Donc, pour Ouais. l'origine, à ma connaissance, dans mes dernières années où j'ai appris ça, j'ai pas plus d'informations. On n'en a pas Ouais. plus, à ma connaissance. Pour le traitement, c'est Ouais. toujours également compliqué. Je pense qu'il y a une grosse part d'éducation thérapeutique, une grosse part Ouais. d'explication que c'est une pathologie qui est bénigne, que dans la majorité des cas, ça rentre dans l'ordre. Voilà, la grosse inconnue, c'est en combien de temps ça rentre dans l'ordre. Et c'est souvent compliqué Ouais. parce que parfois, c'est des patients jeunes Ouais. qui ont du travail. Ils disent, mais dans combien de temps je vais pouvoir aller mieux? Donc, c'est très compliqué à gérer, c'est Ouais. sûr, le SDRC. Ouais. Pour les traitements, euh, vraiment la kinésithérapie, ça reste le traitement toujours indiqué dans les Mhm. traitements non pharmacologiques avec des thérapies plus ou moins. Voilà, il y a des thérapies, le biofeedback, thérapie miroir. Là, c'est plus trop mon domaine, mais Ouais. il y a pas mal Non, c'est vrai. de choses comme ça. Mhm. Pour les Ouais. traitements pharmacologiques, il y a très peu de traitements qui sont prouvés. Donc, on Ouais. prescrit pas de corticoïdes, pas d'anti-inflammatoires. Voilà, ça n'a pas Mhm. prouvé que ça a son efficacité. Ouais. Donc, c'est très compliqué, c'est gestion de la douleur. Ouais. Euh, Mhm. et il y a aussi une grosse part, c'est-à-dire que si les patients n'évoluent pas bien, et ben maintenant il y a des centres antidouleurs
spécialisés, multidisciplinaires, qui peuvent recevoir ces patients où c'est un peu, voilà, où c'est un peu plus spécialisé. Il y a une prise en charge, voilà, possible chez les patients vraiment pour lesquels la prise en charge ambulatoire n'est plus possible. Ok. Ok, bah Pas moi trop. j'avais une patiente comme ça qui, elle avait été chez un kiné avant et en fait ce qui avait déclenché vraisemblablement un SDRC, c'était le fait que selon elle, euh, le kiné avait trop forcé et donc elle avait eu beaucoup de douleurs à chaque séance. Alors je sais pas si toi t'as eu écho de ça. Bah, en fait, dans les facteurs favorisants, elle était au kiné pourquoi? Faisait du kiné pourquoi? Pour une entorse de cheville. Et alors, elle avait apparemment, enfin, cette patiente me décrivait elle avait vraiment mal à chaque séance, mais que c'était un peu la mentalité de, allez, no pain, no gain, on Ah, bourre d'accord. dedans, on doit récupérer, tu vois. Et donc, il y a un moment où elle me dit c'était trop, et il y a un jour où elle était sortie avec des copines ou je sais pas enfin, c'était une histoire un peu floue. C'était ce qu'elle pensait avoir été l'élément dernier déclencheur et bam, après, c'était vraiment l'horreur. Enfin, D'accord. grosse limitation et tout, quoi. Mm. Bah, c'est difficile à dire parce que, comme on l'a dit, il y a des facteurs de risque. Parfois, il y a Ouais. des SDRC sans cause retrouvée. La plupart du temps, on retrouve un traumatisme. Alors, est-ce que c'est l'entorse? Mm. Est-ce que c'est la surutilisation du membre? Ouais. Moi, dans ce cas-là, je Ouais. pourrais jamais répondre et je pense qu'on ne pourra pas savoir. Ouais. Non, clairement. Ouais, donc ça reste encore énigmatique, mais on peut quand même rassurer le patient en disant qu'on a, en principe, des moyens pour faire en sorte que ça aille mieux, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que la kinésithérapie, elle est indiquée vraiment, vraiment, faut pas, faut vraiment, c'est vraiment le traitement en fait du Ouais. Mm. RCRC, et il faut rassurer Ok. sur la bénignité, le fait que c'est une pathologie bénigne en fait, malgré Ouais. les forts impacts euh, Mhm. possibles sur le social, sur le psychologique. Voilà. Ouais. C'est un peu comme la, enfin, je vais comparer l'incomparable, mais c'est un peu le discours que j'ai aussi quand j'ai quelqu'un avec une capsulite rétractile, par exemple, où je Oui, dis voilà. voilà, Oui, tout à fait. ça va être, allez, techniquement c'est horrible pendant de nombreux mois, ça peut faire très mal, ça peut empêcher de vivre, mais Tout à fait. techniquement dans les faits, on n'en meurt pas et ça passe tout seul. Voilà, c'est Enfin, en tout cas, la capsulite passe quand même assez bien naturellement et puis on donne un petit coup de boost avec ce qu'on peut, mais donc, j'ai l'impression que c'est un peu le même discours, quoi. Oui, c'est ça, il faut avoir un discours quand même qui se veut rassurant et Mmh. accompagner le patient. C'est vrai que c'est compliqué parce que c'est extrêmement douloureux. Donc, voilà, essayer quand même d'avoir ce Mmh. discours rassurant auprès du patient, Ouais. c'est un point important. Ouais, mais j'ai l'impression qu'en tant que rhumatologue, tu dois avoir, enfin, vraiment cette place de l'éducation thérapeutique prend encore plus de place dans ta spécialité peut-être que dans d'autres. Je dis pas que c'est pas présent dans les autres, mais, j'ai l'impression vu que c'est des pathologies parfois lourdes, parfois, très, très dures à vivre avec sans parfois une solution directe. J'ai Oui. l'impression que vous devez faire preuve encore plus d'une écoute, sans Oui. faille, quoi. Bah, je pense que là, nos métiers se ressemblent en fait. Parce Ouais. qu'on écoute la douleur du patient. Voilà, c'est Mmh. vraiment, on reçoit la plainte et c'est Mmh. souvent des Ouais. pathologies chroniques. On n'a pas des résultats tout de suite. On n'a pas. Donc, ouais, il y a ce côté. Il y a cette ressemblance, je Mmh. pense, dans nos deux métiers. Où Ouais. faut être patient Ouais. et à l'écoute. OK. Et bah, là, tu parlais de tendinite ou tendinopathie, comme on dit maintenant. On peut aussi parler d'arthrose. L'arthrose, ici, en l'occurrence, on a longtemps dit que c'était des os qui frottaient l'un contre l'autre. On avait cette image-là qui était véhiculée au final au patient, qui n'est aujourd'hui vraisemblablement plus la bonne image. En tout cas, c'est pas sain de le véhiculer comme ça au patient parce que c'est vachement anxiogène de s'imaginer Mm. deux os qui frottent l'un contre l'autre. Je voulais savoir comment toi, tu expliques aux patients aujourd'hui, voilà, ton patient qui a de l'arthrose, il a mal, comment tu lui expliques ça sans lui dire au final, parce que c'est plus simple, je trouve, de dire c'est deux os qui frottent l'un contre l'autre, c'est mécaniste, c'est facile et basta, on n'en parle plus. Est-ce que toi, tu as une explication un petit peu alternative, ouais, qui pourrait un petit peu être plus vraie et plus proche de la réalité?
Oui, par exemple, pour les patients qui ont de l'arthrose du genou, on va prendre comme exemple, parce qu'ils Ouais, peuvent avoir des gonflements. Donc, ouais. en fait, moi, ce que je dis, c'est que déjà, j'explique ce que c'est une articulation. C'est en fait un ensemble avec deux os, mais surtout ce qu'on appelle un cartilage, c'est-à-dire un amortisseur qui est fait principalement d'eau. J'explique que c'est fait d'eau et que ça Mhm. amortit les chocs. Et, Ouais. euh, entouré d'une capsule remplie de liquide. Et j'explique que cette capsule, cette articulation, elle peut être... il y a des facteurs qui font qu'elle peut, je dis, s'abîmer. Voilà. Mais Ouais. sans... Il y a des facteurs qui peuvent, je dis, générer de l'arthrose et je parle de la surcharge pondérale. Je parle aussi un peu de génétique, qu'on n'est pas tous égaux. Je parle au fait Ouais. des antécédents que le patient a eu, s'il a déjà eu une chirurgie des ménisques, des choses comme ça, et que tout ça Ouais. a pu un peu altérer cette articulation. Et en fait, l'amortisseur, le cartilage, il prend les chocs, mais il peut s'user. Donc, je parle d'usure du cartilage. Ouais. Et en fait, quand il y a de l'usure, ce qui se passe, c'est qu'il peut se créer une petite inflammation locale. C'est que quand le cartilage s'use, il libère des protéines inflammatoires qui vont un peu inflammer l'articulation. Et c'est pour ça Mhm. que parfois, il y a ce qu'on appelle des épisodes congestifs, où il y a un gonflement, il y a plus de liquide dans l'articulation. Et Mhm. voilà. J'explique aussi que quand l'arthrose est avancée, quand le cartilage il est vraiment très aminci, bah malheureusement, l'os qui avait son protecteur, il est plus présent et c'est l'os sous-jacent qui va prendre l'impact, les chocs. Et du coup, il peut avoir Mhm. des déformations. Ça leur permet de comprendre pourquoi ils ont des déformations articulaires, que leurs genoux ne ressemblent pas à avant, pourquoi Ouais. leur poids change. Donc Mhm. voilà. J'essaye, c'est aussi pour introduire le traitement que je dis tout ça. Ouais. C'est qu'il n'y a pas de traitement qui permet de reformer du cartilage, ça n'existe pas. C'est des traitements Ouais. voilà, symptomatiques et qu'il faut beaucoup jouer sur les facteurs qui sont par exemple le surpoids, l'obésité, Mhm. la sédentarité. Voilà. Et donc c'est pour ça Mhm. que j'en parle un peu dans sa globalité pour dire que voilà, les traitements ils vont jouer sur les symptômes, mais c'est pas c'est l'ensemble du mode de vie qui peut un peu changer la cinétique de l'usure du cartilage. Voilà. Whoop, sorry, je m'incruste en plein milieu du podcast, mais promis, ça va pas être très long. C'est simplement pour te rappeler que si tu désires toujours rester à jour à propos des nouvelles connaissances en kinésithérapie, mais également, pourquoi pas, acquérir de nouvelles compétences également, eh bien, va faire un tour sur fullphysio.com. En fait, c'est très simple. Sur Full Physio, eh bien, c'est plus de 1000 ressources qui vont t'aider dans ta pratique quotidienne de kiné. Ça passe par un logiciel de prescription d'exercices pour tes patients, des modules EBP, des masterclass données par les plus grands experts et expertes dans leur domaine respectif de la kiné, mais également des échelles, des scores et même des vidéos de strapping. Bon, je t'avais promis que ce serait pas très long, donc je vais m'arrêter là et je vais surtout te laisser profiter de la suite de l'épisode. Encore 1000 merci pour ton soutien. Ciao, ciao. Ok. Et du coup, je me dis, imagine le patient, là, il te dit, je te simule une séance, hein, mais imagine le patient, mais non, mais parce que je trouve ça intéressant. Euh, Imagine le patient, il dit oui, mais du coup, moi, on m'a dit qu'il fallait faire du sport pour en tout cas améliorer ma symptomatologie liée à l'arthrose. Mais là, si mon cartilage est déjà usé, comment est-ce que le sport peut favoriser ou est-ce que le sport va pas juste aggraver si on me dit de faire du squat? Tu vois, comment au final, ça c'est des vraies questions, comment amener ça du coup aux patients? Ça, c'est une très bonne question. Moi, je, Je lance un pavé dans la mare et puis j'attends, mais Quoi c'est. Bah, moi, ce que je dis en tant que médecin, je dis que au contraire, Ouais, c'est la sédentarité, c'est l'obésité qui crée de l'inflammation locale, parce qu'en fait, l'arthrose, c'est une maladie inflammatoire locale, en fait. Et ouais, donc, c'est plutôt cette inflammation locale qui use le cartilage. Et pour aider l'inflammation, au contraire, il faut avoir une mode de vie plus sain, sortir de la mhm, sédentarité, faire du mouvement. L'articulation, ça va lui, ça va lui faire du bien d'être en mouvement, de travailler les muscles aussi autour de ouais, l'articulation, travailler aussi la fonction de l'articulation.
Donc je dis qu'au Mhm. au contraire, c'est bon pour vous d'être en mouvement, voilà. Mais c'est vrai que comme Mhm. tu l'as posé la question, je, c'est vrai que Je, non mais là je joue au patient chiant, mais c'est parce que j'ai déjà eu ce genre de ah cas oui, oui, où oui, et alors je me suis retrouvé un peu bête en mode ouais c'est vrai que bon si vous avez moins de cartilage ça se tient que mais en fait ouais je pense que cette vision comme et ça tu l'as très bien dit de l'inflammation locale est chouette aussi à avoir en tête parce que tu me dis si je me trompe mais au final, le surpoids, il favorise aussi ces épisodes inflammatoires. Et donc, est-ce que c'est plus le fait d'avoir 20 kilos de plus qui est vraiment le problème au niveau de l'articulation, ou est-ce que c'est le fait que quand on a 20 kilos de plus, on a plus d'inflammation systémique globale qui favorise l'inflammation, tu c'est vois? Je sais pas clairement si je suis hyper multifactoriel. clair, mais Ouais, je vois très ouais, bien ce que tu veux dire. Je pense que c'est pas l'un ou l'autre, je pense que c'est vraiment multifactoriel. C'est-à-dire qu'il y a ouais, c'est ça. ce surpoids mécanique. Bon, c'est la mécanique. Surtout, en fait, il y a aussi la mécanique, mais il y a aussi les déformations en génuvarum, en génuvalgum, en fait, qui vont créer des points de Mm, pression plus importants à un endroit. Et aussi, bah, c'est cet état pro-inflammatoire de l'obésité. Donc, c'est un ensemble, ouais. en fait. Mhm. Ouais, c'est ça. Parce que le truc, c'est que j'ai pas mal de patients, enfin pas mal. J'en ai eu quelques-uns qui ben, me disaient non, mais moi, je suis en surpoids, je vais certainement pas me mettre au sport. J'exagère un peu le trait, mais parce qu'ils disaient, vous imaginez, j'ai toute cette masse à porter, ça va mettre de la pression sur mes articulations, plus jamais je vais courir, plus jamais je vais faire ceci, cela. Et donc c'est un peu cette image-là qu'avec le temps, j'essaye enfin, en tout cas de contrer, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire pour quelqu'un qui est en surpoids d'avoir cette image de bah, il faut surtout pas que je bouge parce que mes articulations, sinon elles vont encore plus souffrir, parce que Ouais, c'est un cercle vicieux. tout à fait. Et bah après, voilà. Dans Donc, ce cas-là, j'utilise pas le mot sport, j'utilise le mot ouais, d'activité physique. Et vraiment, ouais, j'essaie d'être très patiente. Il faut y aller par paliers, de manière progressive. On dit pas sport, on dit marche, enfin, des choses comme ça. ouais, Déjà, pour le patient qui a en horreur ce mot, enfin, déjà, ouais, sortir de la sédentarité. J'utilise beaucoup le mot sédentarité pour dire bah, il faudrait faire ouais. il y a un nombre de pas par jour, progressivement. Parce que la marche, pour eux, Mhm, c'est un peu plus, pour les patients, c'est plus acceptable, c'est plus, mhm, comment dire, accessible. ouais, 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 même ça les discrimine peut-être même moins. Tu vois, moi personnellement, là, quand des nouveaux patients, par exemple, me téléphonent ou quoi, et que je dis, voilà, je suis kiné du sport, je compte plus le nombre qui me disent, ah ouais, mais bon, moi, je suis pas un sportif élite, je suis pas un athlète, est-ce que ça vous va? J'ai même un jour un patient qui s'est excusé, le premier rendez-vous, il a fait, excusez-moi, j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps, moi, je suis pas un athlète. Je fais, Ah oui, mais c'est pas parce qu'on est kiné du sport que t'es que avec des ouais, athlètes. Je dis, ça, c'est la minorité, hein. Enfin, et donc les gens, ils s'imaginent directement sport, c'est pour rebondir sur ce que tu disais, sport égale d'office haute intensité, machin. tout à Bah, en fait, fait, non. Et c'est dommage parce que je pense que ça freine beaucoup de gens qui voient le sport comme du tout ou rien. tout à fait. Et enfin voilà, ça, c'est un autre sujet entre guillemets, mais donc voilà. Ah, Mais un euh, truc que je voulais aussi voir. Ah ouais, vas-y, dis-moi. non, mais c'est juste que moi, mes patients, ça, c'est souvent un certain type de patient, et c'est vrai que j'utilise beaucoup activité physique parce que c'est Ouais. beaucoup plus adapté pour eux, quoi. Ouais, bah oui, je pense que c'est comme tu dis, ça les inclut plus dans le truc et ils ont moins l'impression de devoir être des athlètes. Oui, c'est ça, ça Mais rend accessible le traitement. ouais, ouais, c'est ça. Mais un autre truc ici que je vois que j'avais noté et que je voulais discuter avec toi, c'est quels seraient les signes cliniques qui, selon toi, doivent nous faire penser au final à une pathologie rhumatismale. Imaginons qu'on a un patient qui arrive au cabinet, il vient avec, j'invente, une prescription de tendinopathie. En fait, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas ou en fait, c'est pas une tendinopathie. Qu'est-ce qui, pour toi, quels sont les signaux d'alerte qui doivent, de un, nous faire
suspecter quelque chose de rhumatismal et ou te faire référer justement vers un rhumatologue. Parce que personnellement, les patients qui viennent chez moi viennent souvent par le biais de médecins généralistes ou médecins du sport, mais peu par le biais de rhumatologues, alors que ce serait bien utile parfois. Donc voilà. Quelle est, toi, ta position par rapport à ça? Je pense que les signaux vraiment qui doivent faire alerter, déjà en Mhm. premier, ça va être l'état général. C'est-à-dire que Ok. si il y a une vraie altération de l'état général, le patient a plus faim alors qu'avant il mangeait, qu'il a perdu du poids sans explication, qu'il se sent mais Mhm. anormalement fatigué alors qu'il dort. Tout ça, ça doit Mhm. vraiment faire tilt. Tout ce qui est fièvre, vraiment, ça c'est la base. Ça doit Mhm. vraiment alerter. Après, ça va être tous les symptômes tous les éléments à l'interrogatoire qui doivent faire tilter également, c'est-à-dire une raideur matinale excessive, vraiment 20 Ouais. minutes, 30 minutes. Alors, c'est compliqué parce que parfois la pathologie mécanique peut donner des raideurs matinales, peut donner des réveils nocturnes. Mhm. Ça va pas être simple, mais Ouais. la raideur matinale prolongée chez quelqu'un de Mhm. jeune qui n'avait pas ça avant, le caractère brutal, le caractère du jour au lendemain, Mhm. c'est très Ok. très rapide. Ça doit faire aussi Mhm. faire, penser à ça. Le côté vraiment réveil nocturne, mais pas positionnel, vraiment réveil nocturne, voilà, Ouais. plusieurs fois, alors qu'avant il dormait bien. Parce qu'il y a des réveils nocturnes positionnels dans la pathologie mécanique qui peuvent un peu induire en erreur, donc Mhm. pousser un peu l'interrogatoire. Euh, Mhm. tout ça, ça doit alerter. Vraiment, je pense, ouais, le côté brutal, ces signes généraux. Après, tout ce qui va être Mhm. gonflement articulaire, mais la pathologie mécanique peut aussi faire des gonflements. Donc, Ouais. j'aurais dit pas que ça, c'est-à-dire, bon, après, quand c'est les doigts et que c'est pas évident que ce soit de l'arthrose, ça peut être intéressant. Un patient jeune, ça peut être intéressant d'envoyer chez un rhumatologue. Ouais. Voilà, c'est ceux qui me viennent en tête. Ok. D'autres symptômes vraiment qui ont l'air d'être un peu de la pathologie générale, c'est-à-dire qu'il a une tendinite, mais il a aussi une éruption cutanée, mais en même temps il tousse. Voilà, il y a d'autres symptômes qui se rajoutent, c'est bizarre. Là, ça peut être Ok. Et le caractère bilatéral, par exemple, quelqu'un qui dit qu'il a mal aux deux poignets ou aux deux tendons d'Achille, est-ce que ça aussi c'est un signal d'alerte pour toi ou pas spécialement plus que quelque chose d'autre? c'est un peu compliqué parce que ça peut. C'est-à-dire que la polyarthrite Ouais, rhumatoïde, ça va être bilatéral, la pseudopolyarthrite rhizomélique, ça va être bilatéral. Il ouais, y a plein de pathologies comme ça où ça peut être justement, bah, en fait, bilatéral, on se dit, bah, du coup, il y a quelque chose de systémique, il y a quelque chose dans le corps. ouais. Mais c'est vrai que ça peut arriver d'avoir un syndrome Mhm. carpien bilatéral, une pathologie mécanique Ouais, c'est bilatérale. ça. Mais oui, je pense que ça peut être intéressant d'alerter, se dire, mais Ouais. les deux en même temps, d'un coup, sans qu'il y ait de cause franche évidente, ça peut Mhm. être intéressant Ouais. d'adresser au rhumatologue s'il y a un doute. Mhm. Ok. Ok. Donc c'est vraiment ces douleurs nocturnes non positionnelles, ces raideurs matinales prolongées, le caractère brutal. Donc tout ça, c'est des choses à Ouais. vraiment garder en tête, quoi. Et dans ce cas-là, s'il y a ça, c'est on réfère vers le rhumato et puis je suppose un bilan sanguin qui doit être fait. C'est un peu la routine ou ça dépend un petit peu. euh, Oui, alors maintenant avec les délais, malheureusement, parfois il y a des délais de 2, 3 mois. Donc ça dépend, s'il y a un rhumatologue qui est présent, qui apprend les urgences. Toujours avoir un rhumatologue référent qui peut prendre les urgences comme ça, parce que les rhumatismes inflammatoires, c'est des urgences, entre guillemets, enfin Ouais, des urgences relatives. Oui, alors nous, on va faire un bilan biologique pour la recherche d'un syndrome inflammatoire. Ça va dépendre aussi de l'interrogatoire, de ce qu'on va avoir à mhm, notre interrogatoire, parce qu'on va pas tout le temps rechercher une spondylarthropathie. Voilà, ça va dépendre des signes. mhm, Et il va avoir presque tout le temps des clichés radiographiques des articulations douloureuses pour rechercher des signes ouais, type érosion. Voilà, il y a plein de signes à rechercher. Et parfois, on va pousser les investigations par des IRM, par exemple, ou d'autres tests en fonction de la pathologie ouais. suspecte. Donc ouais, ça, encore une fois, ça dépend de tout le contexte. Oui, Et ce que j'aimais bien, c'est que tu disais, voilà, on peut pas. Les choses sont parfois un peu touchy, on ne sait pas toujours comment se positionner, mais au final, c'est en prenant l'ensemble des signes qui corrèlent avec une clinique qui fait que bah, on aboutit à
une suspicion plus ou moins haute d'une pathologie ou pas rhumatismale, quoi. Ouais, c'est la partie Ok, la plus intéressante et la plus compliquée du métier de rhumatologue parce que on aimerait bien que parfois ça soit ouais, comme dans les livres, mais ça n'est pas le cas. ouais, Donc, c'est rarement. il faut pousser les investigations. On a un rôle diagnostique en fait très important parce qu'on peut pas balancer des traitements comme ça parce que c'est souvent Ouais, des maladies en fait. Si on pose le diagnostic, c'est une maladie à vie. C'est un suivi à ouais. vie, c'est parfois des traitements immunosuppresseurs. Donc, Mhm. ça prend du temps, il faut vraiment faire attention. Mais dès que le kiné a cette suspicion, il ne faut pas hésiter hein, à Ok, l'adresser à un ouais, rhumatologue. ok. Et alors, je passe un peu du coq à l'âne, mais on a parlé de ton compte Insta au début du podcast ici. Je me demandais comment est-ce que toi, tu as fait en tant que médecin pour te lancer sur les réseaux. Alors, je demande ça simplement parce que j'ai l'impression que ça peut parfois être presque mal vu. Enfin, en tout cas, j'ai déjà discuté avec des collègues médecins qui m'ont dit, bah, moi, j'ose pas trop parce que éthiquement, etc. Enfin, voilà, comment est-ce que toi, est-ce que ça a été naturel déjà de te lancer sur les réseaux et si oui, ben voilà, comment est-ce que ça t'est venu et comment est-ce que tu as peut-être dû faire face aussi à peut-être des critiques ou pas, ou tant mieux si pas, je te le souhaite. Mais ouais, raconte-nous un petit peu comment on se lance en tant que médecin sur les réseaux. Est-ce que ouais. Alors, je me suis lancée en fait, j'ai commencé les consultations il y a 2-3 Mhm. ans. J'étais à la fin j'avais fini mon internat et j'étais chef de clinique et j'en faisais pas mal. Et je me suis rendu compte que bah, déjà, on répétait souvent bah, les mêmes informations en fait, euh, et que des choses qui me paraissaient si simples, comme qu'est-ce qu'une Mhm. tendinopathie, qu'est-ce qu'une hernie discale et tout ça, et qu'est-ce que la polyarthrite Mhm. rhumatoïde, euh, étaient mal connues et qu'il y avait rien, enfin pas grand-chose sur les, enfin il n'y avait pas grand-chose quoi. Et du coup, j'ai Ouais. regardé sur YouTube et je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose. Et j'ai découvert, je raconte toujours cette histoire, mais j'ai découvert le compte de Dermatodré, qui est une collègue sur les réseaux. Et je trouve ça hyper Mhm. intéressant de pouvoir faire des vidéos qui étaient vues par des milliers de personnes. Alors Mhm. que moi, enfin, une consultation, c'est 30 minutes et, Ouais. il y a un nombre limité de patients qu'on voit par jour. Donc, je trouvais ça hyper intéressant comme système. Mhm. Ouais. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas? Allez, je vais Ouais. essayer. J'adore enseigner en fait. J'ai toujours aimé Ok. faire des cours, faire des synthèses, essayer de rendre quelque chose qui est complexe, simple. J'adore, si je peux. Ouais. C'est vraiment Pareil. quelque chose que j'aime. Ouais. Voilà, j'aime bien synthétiser. J'ai toujours dans ma tête un esprit de synthèse. Et Mhm. là, je trouvais que nos cours, parfois, ils étaient complexes. Il n'y avait même pas une définition simple. Je me suis dit, allez, pourquoi pas? Ouais. Et Ok. du coup, c'est pas du tout naturel. Je sais pas si toi, c'est naturel. Non, de base, moi, les réseaux, sur mon compte Insta perso, j'ai une photo par an et Oui, encore. moi Et aussi. genre vraiment, je suis aux antipodes de ça. Ouais, moi aussi, Genre, bah, j'allais jamais sur Instagram avant. Euh, pareil. et du coup, bah, j'ai commencé à me filmer avec mon portable. C'était compliqué au début. Je trouvais ça Mhm. bizarre. Et puis, mon conjoint, il est rhumatologue aussi. Et du coup, Ah. ouais, donc ça m'a aidé. Et puis, il a adoré commencer à monter et faire les montages. Ah, c'est lui qui fait les montages alors? Lui qui fait tous mes montages. Ah, c'est trop bien. Oui, Quelle collaboration. c'est incroyable. Et donc, du coup, moi, j'avais juste à mettre ma tête et lui me faisait une vidéo sympa. Donc j'ai fait bon, bah allez, on le fait et tout ça. Et j'ai OK, commencé à apprécier. J'ai eu des retours super positifs en fait. J'ai eu des trop retours chouette. de patients qui disaient merci. Puis d'autres, beaucoup de professionnels de santé comme toi qui m'ont fait des retours Mmh. positifs. Puis il y a eu cette communauté, je trouve, moi que. Alors moi, je vois beaucoup le positif et Mmh mh. pas beaucoup le négatif. Donc du coup, je suis peut-être biaisée. Mais je trouve que la Non, mais communauté est positive et bienveillante. Enfin, ouais, je ouais, et je trouve ça ouais, super ouais, intéressant de voir vos cours de kiné parce qu'il y avait beaucoup de kiné quand j'ai commencé et ouais, j'apprenais des choses et je trouvais ça génial. Et donc du coup, ouais. comme ça de fil en aiguille, ça a Mmh. monté, ça a monté et j'ai rencontré plein de pas mal de Mmh mh. gens et je trouvais ça intéressant quoi.
OK. Ah, mais c'est marrant cette histoire de conjoint qui Ouais, fait le montage. Beh, voilà, l'homme de l'ombre, tous les héros n'ont pas des capes, hein. C'est c'est même de ouais, l'ombre. parce qu'en plus, franchement, tu les vidéos, enfin, pour ceux ou celles qui nous écoutent, vous irez voir, mais elles sont, bah, du coup, vraiment bien montées et tout. Je me disais: «Tiens, elle est calée, hein», parce que je trouve que c'est bien découpé, machin, C'est pas moi. enfin, non, ah bah, franchement, c'est comme quoi l'union fait la force, tu vois? L'union fait la force. Et puis, du coup, voilà, il adore monter. Et là, il s'est pris d'une passion pour coder. Donc, vraiment, on peut être médecin et on peut faire plein d'autres choses. Donc, Punaise, 36 heures dans une journée, hein, parce que là, ouais, punaise. OK, donc ouais, ça de base, c'était pas naturel pour toi et je pense que ça l'est pour très peu de gens en soi, ouais, hein. Quand je c'est discute un difficile, peu hein. autour de moi, Mm, se montrer, les gens réalisent pas en fait que déjà moi personnellement quand j'ai dû, mettre juste un réel avec ma voix, je mm. considérais que déjà je me mettais à nu, hein. Je me disais: «Ouh là, tout le monde Ouais, va entendre ma voix». Et puis, et j'ai dû attendre 2 ans avant de me dire: «Bon allez, je vais quand même mettre ma tête», parce que voilà, c'est plus sympa et que j'en avais marre de mettre des images libres de droit pour combler le vide. J'avais épuisé toute la banque, de Pexels, donc j'en ai eu un peu marre. Mais non, franchement, je pense que pour ça, on est un peu pareil, c'est-à-dire, perso, c'est pas du tout naturel pour moi non plus, mais je pense qu'on se prend au jeu ouais, c'est ça. et c'est en faisant, je pense qu'on devient plus à l'aise, tu vois? Enfin, tu vois? Mm. Moi, tu m'aurais dit il y a 1 an, oui, enfin, il y a 2 ans: «Écoute, tu feras un podcast où tu montreras ta tête, tu mettras ça sur YouTube». Franchement, je pense que je t'aurais dit: «Eh oh, Mais c'est calme-toi, hein». exactement ça. Je trouve qu'on évolue en fait. Et je trouve que à chaque difficulté qu'on dépasse, bah, j'ai l'impression que je grandis, que j'évolue. C'est même un challenge personnel en fait aussi. En Ah oui, oui, parallèle. ouais, clairement. Donc, Ouais. je trouve ça Ah ouais, carrément. bénéfique pour ce que je fais, ce que je transmets, mais pour moi. D'abord, on fait Mmh. les choses pour soi. Ouais. Et je trouve ça intéressant de sortir Mmh mh. aussi que cette identité de professionnel de santé, mais aussi un peu personnelle, c'est-à-dire bah, vaincre sa peur Mmh. de se montrer, des choses comme ça. Bah, ouais et je suis assez d'accord avec toi aussi sur le fait que la communauté qu'on a, enfin, je veux dire perso, ma communauté, j'ai jamais eu de trucs toxiques pour le moment, je touche du bois. Mm. Mais vraiment, j'ai pas encore connu, en tout cas, j'espère ne pas le connaître ou le connaître le plus tard possible, mais vraiment ce revers des réseaux où tu as tous les haters, les machins. Probablement parce que je suis pas encore assez connu pour ça. Je me dis que quand tu as 1 000 000 d'abonnés, tu as plus de haters au mètre carré que quand tu en as 12 000 comme moi. Mais voilà, franchement, je suis d'accord avec toi pour le coup. Je trouve que c'est assez bienveillant. Je sais pas Ouais, si c'est propre aux soins de santé aussi. Est-ce que peut-être. c'est un peu moins, on tire un peu moins, moins comme ça? Je sais pas. On verra avec le temps, mais Avec le- non, mais c'est cool d'entendre. Quoi? On verra avec le temps, en effet, mais je trouve que c'est plutôt bienveillant pour le moment. On va croiser les doigts pour que ça continue. Mmh. Et en parlant, tu vois, tu as parlé d'évoluer, de t'améliorer. Une question que j'aime bien poser, aussi à la fin, entre guillemets de chaque podcast, c'est si tu devais citer, 3, bah, formations ou en tout cas 3 personnes ou 3 livres ou 3 ressources qui ont façonné ou qui ont modifié, changé, amélioré ta pratique, quelles seraient-elles au final? C'est une bonne Si question. tu en as comme ça. Euh, alors, pour citer un livre, parce que c'est un livre que j'ai adoré, que j'adore toujours autant, parce que je le Ouais. trouve incroyablement bien fait. Il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup appris. C'est un livre d'une radiologue qui s'appelle Anne Cotten. Mmh. C'est extrêmement gros, je sais pas combien de milliers de pages il fait, mais c'est sur des OK. pathologies musculo-squelettiques et l'apport de l'imagerie avec des cas, enfin, est très très bien sourcé. Donc ça, c'est un livre OK. incroyable. Donc de Anne Cotten, OK. je crois que ça s'appelle Imagerie musculo-squelettique. Elle en a fait OK. Bah, plusieurs. Oui, je t'enverrai tu la m'enverras la ref comme ça je la mettrai dans le truc. bon, après, c'est très spécialisé, mais en tant que Ouais, rhumatologue, pour moi, parce qu'on doit apprendre beaucoup ouais, l'imagerie, et j'ai ouais. adoré. Après, OK. pendant mon parcours, je suis beaucoup allée sur PubMed pour faire mes propres Mmh. synthèses, en fait. Euh,
Mmh. J'aurais dit la littérature scientifique avec en rhumatologie, il y a des revues comme John Boyne Spine ou des choses un petit peu Mmh. voilà qui sont un peu plus Ouais. poussées. Sinon, Mmh. qui ont vraiment changé ma pratique, bah vraiment, j'aurais juste dit les articles scientifiques. J'avoue que Ouais. pour Bah, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, c'est déjà en soi, l'article scientifique, c'est très large, donc c'est ça, ça peut, et je pense que ça changera tant mieux si ça change ta pratique. Je pense que c'est ça aussi être, evidence based comme on dit maintenant, c'est de pouvoir aussi, en tout cas, c'est un des piliers, de pouvoir, lire et se dire: «OK, en fait, ce que je fais depuis 5 ans, c'est peut-être pas, le truc le plus recommandé, je vais peut-être changer mon fusil d'épaule». en fait, c'est ça. Mais moi, ce que je reproche un peu, en fait, je trouve qu'il n'y a pas de beaucoup de, comment dire, de référentiels. En fait, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de références synthétiques, pratico-pratiques, Mmh. ouais, sur lesquelles on peut s'appuyer. Moi, tout mon internat, j'ai fait mes propres synthèses et c'était un travail, voilà, c'était beaucoup de travail. Et ça rejoint Ouais, un des projets que j'ai, en fait, c'est en fait, j'aimerais bien réunir des confrères médecins, par exemple, et qu'il y ait des synthèses écrites actualisé en fait sur un site internet qu'on peut accéder pour avoir rapidement la réponse à sa question et on sait que c'est actualisé, on sait que c'est fiable ah, trop cool. parce que Ouais, comme n'importe quel médecin, parfois on oublie, parfois on va sur Google et c'est compliqué, ouais. je trouve, d'avoir accès à l'information. Ah ouais, clairement. En fait, c'est hyper paradoxal parce qu'on est dans une période où tu as l'accès à l'information directe Tout à fait. et à la fois, du coup, c'est hyper, tu as tellement d'infos que c'est compliqué de trouver la bonne. La pertinence de l'information qu'on n'a pas. Ouais, Parfois, on est plongé ouais, dans des milliers d'articles pas pertinents ouais, et c'est ouais, chronophage, quoi. C'est-à-dire que ouais. Ah ouais, de c'est fou. pas synthétique, C'est c'est pas corrélé à mmh notre pratique. Parfois, j'ai Ouais, plus besoin d'avoir une information synthétique qui m'aide là tout de suite. Et c'est ouais, ouais. ça, Ah mais mais c'est un chouette projet ça. C'est en vrai et du coup, ce serait vraiment axé sur, la rhumato quoi, c'est ça? non, Forcément? ça serait toute la médecine. Ou ah même pas? Ah OK, OK. Ouais, d'où OK. le grosseur Ah. du projet. Ah ouais, ouais, c'est bah, c'est cool en vrai parce que c'est vrai que, bah, moi je vois ça de pour ma «niche» entre guillemets qui sont donc les kinés, donc ça évidemment on a déjà ça, pas mal, sur plusieurs choses, mais sur la médecine parce qu'en soi, ce que tu décris là, beh, en soi, c'est ce qu'on essaie de faire avec Full Physio par exemple, c'est de donner, des informations pratiques, rapidement aux gens qui viennent visiter la plateforme ou qui viennent nous suivre et cetera et c'est vraiment ça l'objectif, mais ça reste cantonné à la kiné malgré tout. Hem Et donc, ça peut être vraiment top parce que pour la médecine, j'ai pas encore vu ça, énormément. Il y a pas trop Heu, ça existe pas trop, ouais, c'est vrai. C'est beaucoup pour les mmh étudiants. Il y a beaucoup de choses pour les étudiants. Mais pour nous, OK, ouais. praticiens, on est un peu livrés Mmh. à nous-mêmes, je trouve. Il y a beaucoup de comment ça s'appelle? Des formations continues de plusieurs heures qui sont extrêmement intéressantes, mais Ouais. pas sous format en fait, texte. Mmh. Et ben, écoute, je pense que on a fait un petit peu le tour des questions que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Surtout, beh, je te remercie Ça fait d'avoir accordé ce temps, d'être passé, sur Full Physio ici, en tout cas sur Entendons plutôt. Hem Ça me fait vraiment plaisir, surtout que voilà, on discutait pas mal, sur Insta, mais là, c'est chouette aussi de bah, pouvoir oui, un petit peu, rendre le contact plus vrai. Donc voilà, je te remercie vraiment de ma part, mais aussi de la part de l'équipe de Full Physio d'être passé et puis, bah, j'espère, à très, très vite dans tous les cas. bah, oui, à très vite. Merci de m'avoir reçu, hein, c'était très sympa. Bah, avec grand plaisir. Salut Estelle, ciao, ciao. Ah, et avant que tu partes, voilà un petit message simplement, beh, pour te remercier, pour vous remercier, parce qu'on espère quand même qu'il y aura plus qu'une personne qui va nous écouter. Mais voilà, pour votre soutien, parce que si vous êtes en train d'écouter ce petit message affectif, c'est que vous avez écouté le podcast en entier ou que vous avez été directement à la fin. Mais dans tous les cas, c'est que vous nous suivez, que vous aimez, j'espère, notre travail. Et donc voilà, ça va être un petit peu bateau, mais si on peut vous demander encore une chose, c'est
simplement nous mettre peut-être 5 étoiles sur Spotify ou en tout cas sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes, ou bien un like sur YouTube, tout ce que tu veux. En gros, juste nous montrer ton soutien et ton appréciation de notre travail au travers de ce que la plateforme te permet de faire, que ce soit aussi en partageant autour de toi pour faire connaître le podcast. Voilà, c'est vraiment des choses qui, quand on est auditeur, on ne se rend pas compte. Moi, personnellement, j'écoutais des podcasts avant d'en créer et je ne me rendais pas compte quand ces messages arrivaient. Je me disais, bon, encore une fois, ils nous demandent. Mais en fait, voilà, vraiment, je peux le dire maintenant, c'est hyper important parce que, comme tu sais, tout fonctionne avec un algorithme aussi. Et voilà, la moindre petite goutte dans l'océan, que ce soit un like, un partage ou les deux, un commentaire, etc., la moindre goutte, ça peut vraiment créer, si je peux rester poétique, un océan de soutien pour nous. Donc voilà, c'était simplement un petit message pour te remercier de prime abord et aussi pour te demander si ça ne te dérange pas de noter ce podcast, si possible avec une bonne note et en tout cas des bonnes étoiles. Ça nous ferait vraiment plaisir. Et à côté de ça, on reste ouvert si tu as des suggestions, si tu as des remarques, s'il y a des choses qui t'ont plu ou pas plu dans le podcast. Vraiment, n'hésite jamais à venir nous en parler. On sera toujours ravis d'écouter tant que les critiques restent constructives, évidemment. Donc voilà. Je ne vais pas te retenir plus longtemps et je te souhaite déjà une bonne journée, une bonne soirée selon le temps où tu nous écoutes et je te dis à très très vite dans tes oreilles. Ciao ciao.